Et je voudrais laisser ma place pour quelques minutes d'introduction à la table ronde sur le défi industriel à Vianney de Chalut, qui est président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime du Havre. Il est également depuis 2005 président de la CCI du Havre et dans la vie directeur général de Groupama Transport. Le rêve devient réalité avec la perspective des implantations industrielles. On n'en faisait plus depuis 20 ans sur le territoire français. Alors est-ce que Vianney de Chalut est un président heureux ? Ceci dit, donc, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, moi, je suis très heureux d'ouvrir cette table ronde consacrée aux défis industriels liés au déploiement de la filière éolienne et de le faire ici, au Havre, qui est certainement l'un des territoires qui peut le mieux les illustrer, ces défis. Avec son port et sa vieille tradition industrielle, l'économie havraise peut sûrement être le symbole d'un modèle économique ancien, voire archaïque. Et pourtant, ce territoire et ses entreprises sont résolument tournés vers l'avenir. Les différents acteurs ont su exploiter une position géographique privilégiée et façonner l'estuaire de la Seine, mettre en place des synergies pour faire évoluer les usines et les rendre plus sûres et plus propre, développer l'économie circulaire ou l'éco-mobilité. Ce territoire est extrêmement dynamique et en pleine mutation. C'est un formidable terrain d'expérimentation et d'innovation, comme le montre le récent forum de l'économie positive, Edge Forum, ou la construction de l'axe Seine. Par ailleurs, la Normandie occupe en matière énergétique une place privilégiée. C'est la première région énergétique française en termes d'emploi et de production de richesses. Je crois que c'est 34 000 emplois. C'est la première région française pour le raffinage. C'est la troisième région pour la production d'électricité et elle accueille sur son territoire des moyens de production aussi bien thermiques que nucléaires ou éoliens. Pour toutes ces raisons, nous sommes ici à la croisée des chemins. Il semble naturel que l'un des berceaux de l'éolien offshore en France puisse être au Havre. Le réseau consulaire, aux côtés des autres partenaires, s'est largement impliqué pour permettre au territoire de se tourner vers l'éolien et pour accompagner les entreprises vers les mutations industrielles liées au déploiement de cette nouvelle filière. C'est l'un des objectifs portés par l'association Paris-Seine-Normandie. C'est même la raison d'être du réseau des CCI du Grand Ouest, dont l'objectif est de coordonner au mieux les actions des régions énergétiques pour être plus fortes ensemble. À l'aube de la transition énergétique, les efforts combinés de tous sont nécessaires, car l'éolien revêt des enjeux énormes. Enjeux industriels et économiques, bien sûr. C'est un gisement de nouveaux marchés, notamment à l'international, une opportunité pour notre tissu industriel de se maintenir et se diversifier, une chance supplémentaire pour nos jeunes de trouver un emploi. Et d'autres secteurs seront concernés comme la maintenance, l'activité portuaire ou la logistique. Mais au-delà des enjeux industriels, il y a aussi évidemment des enjeux environnementaux, en termes d'aménagement de retombées à l'échelle d'un territoire, d'acceptation et des enjeux touristiques même. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de voir grand. La dynamique suscitée par le développement de la filière éolienne peut entraîner dans son sillage toute notre économie, confère Bredenhaven. Essayons ensemble de faire en sorte que les bonnes nouvelles soient devant nous et le vent nous portera. Merci. Alors pour ouvrir cette table ronde sur le défi industriel, après le discours du président Vianney de Chalut, je vais demander à 3 personnes qui vivent la success story havraise de me rejoindre sur scène. Bertrand Dubois-Freinet, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Fécamp-Bolbec. Gérard Mercher,
il est là-haut, directeur général de l'agence de développement économique Le Havre Développement, et Louis-François Duret, directeur du business group énergie renouvelable chez Areva. Quels atouts et attraits Le Havre a-t-il valorisé? Quelle aventure industrielle est en train de s'écrire avec les personnes qui sont présentes à cette table ronde? Comment le tissu de PME local va-t-il en bénéficier? Et quelles sont les conditions de pérennité d'une aventure industrielle comme celle-ci? C'est ce qu'on va voir maintenant, en commençant avec Bertrand Dubois-Freinet. Donc vous êtes en quelque sorte le go-between de la dynamique générale de ce projet-là. Vous étiez là à l'origine. Quel a été le facteur décisif, l'élément déclenchant de ce projet? C'est une région avec un peu de vent, une région industrielle, une région riche en histoire, une région qui cherche voilà, un nouvel élan avec, Vianney l'a dit tout à l'heure, un axe Seine qui est en train de se mettre en place, etc. Il y a une vraie dynamique de territoire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire c'est la revanche un peu du littoral, mais très clairement, bon voilà, en dehors des résidences secondaires des décideurs parisiens, ce littoral existe. Il a été dit tout à l'heure que nous avons une région industrielle. Près de 23% des emplois sont industriels dans ce territoire. Et donc il y a une vraie capacité à mettre en place et à réussir l'enjeu éolien sur ce territoire. Donc nous, Chambre de commerce, notre boulot est de mettre en réseau, je vais dire, les entreprises avec les consortiums. Et c'est ce que nous avons cherché à faire. Nous nous sommes regroupés, des expériences avaient été tentées, avaient réussi. Nous avons mis en place un système informatique qui permet à toutes les entreprises d'accéder au cahier des charges des consortiums et à s'identifier. À ce jour, ce site s'appelle VigiBusiness. Vous pouvez le taper sur vos smartphones, là tout de suite. Vous allez atterrir directement sur le site. 1200 entreprises ont mis leur carte d'identité, entre guillemets, sur ce site. Et c'est vraiment un outil de liaison entre les consortiums et les entreprises. Au-delà, je veux dire, au-delà de ce système, voilà, l'autre grande partie, c'est d'amener les entreprises à pouvoir répondre dans les meilleures situations à cet appel d'offres important qui va être lancé, et par le biais voilà, de mise en place de formations. Donc voilà. Alors l'origine quand même, je reviens sur l'origine. L'État et la région ont été très moteurs dans cette affaire, dans la mesure où ils nous ont dès le départ réunis et ils ont confié aux chambres de commerce le relationnel avec les entreprises. Et donc d'autres, voilà, il y en a qui sont sur la formation, sur la maintenance, etc. Et donc voilà. Et nous avons pris ça de façon voilà, coordonnée, c'est-à-dire que l'ensemble des chambres de commerce de ce territoire agissent dans le même sens pour le bien des entreprises. Alors je viens d'entendre, prochaine étape, les mettre à niveau, les former, qu'elles répondent présentes, c'est une chose, mais il faut qu'elles soient capables d'apporter ensuite ce qu'on attend d'elles dans le projet. Donc des entreprises sont à même de répondre immédiatement et très facilement, je vais dire, parce qu'elles en ont la technologie, la capacité, etc. D'autres un peu moins. Donc notre travail va être de mobiliser certains qui sont sûrement au niveau de la technologie à même de rentrer dans le système, sauf qu'il lui manque 2-3 clés, voilà, qu'on essaiera de leur donner. 2-3 clés, je vais dire, c'est tout bête, hein, les appels d'offres sont en anglais, alors est-ce que on va travailler aussi les groupements d'entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la PME est plutôt individualiste dans sa façon d'avancer. On essaye régulièrement de les faire rencontrer de façon à mutualiser les choses. Donc mettre en place des groupements d'entreprises aura un intérêt certain dans ce dossier-là, dans la mesure où ça donnera la capacité à ce groupement d'accéder peut-être à un deuxième rang ou etc. Donc voilà, il y a un vrai boulot à ce niveau-là. Alors ce qui est un petit peu...
un petit peu compliqué, c'est que les entreprises qui sont en ce moment à la Chambre de commerce du Havre, puisqu'il y a un B2B qui est organisé en ce moment. Un Windustry, voilà, précisément. Exactement, avec un nombre d'entreprises important je crois qu'on en a refusé parce qu'on n'avait plus de place. Donc voilà, ce sera renouvelé. Des donneurs d'ordre ou des entreprises qui veulent répondre? Des entreprises qui veulent répondre. Donc c'est là l'intérêt. Je crois qu'on a suscité sur ce territoire une vraie volonté d'aller vers la réussite de ce dossier, et on sent une vraie volonté des entreprises d'adhérer. Alors, il ne faut pas qu'on fasse de déçus. C'est là où c'est pas simple et compliqué, parce que tout le monde ne sera pas élu. Mais néanmoins, je veux dire, voilà, on aura peut-être suscité des dynamiques qui permettront d'aller vers d'autres dossiers. Je vois mon ami président de Cherbourg, on parle de grand carénage aujourd'hui. Ben voilà, les grands carénages, c'est la remise à niveau des centrales nucléaires. Eh bien, à partir du moment où on sait travailler ensemble un dossier, on saura travailler une autre problématique. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui le tissu industriel et le tissu salarial qui permet d'accéder à toutes ces nouvelles données, et ça va nous permettre, je vais dire, d'envisager tous les autres dossiers, et j'espère qu'il y en aura d'autres sur ce territoire. Alors Jean-Claude Camus, rassurez-vous, il va venir vous rejoindre là tout de suite après et nous parler lui aussi de sa success story. À côté de vous, pour l'instant, vous avez Gérard Mercier, qui est directeur général du Havre Développement. Comment vous avez fait pour que d'autres wagons viennent derrière la locomotive industrielle qui va s'exprimer tout à l'heure, pour l'appeler comme ça, Areva pour l'instant. Comment vous faites pour qu'il y ait des retombées en pluie sur tout le tissu local ? Déjà en amont, il fallait que la locomotive vienne, hein, donc le turbinier était un peu la tête de réseau de la filière, et donc c'était pas forcément complètement gagné. Donc le travail de l'agence, c'est d'anticiper, hein, c'est de discerner quelles sont les filières qui vont émerger, et de préparer le territoire et ses entreprises à les séduire et à les accueillir. C'est un peu ce qu'on a fait en mobilisant les entreprises très en amont. On a commencé en 2007. On a proposé et signé avec la Carène à Saint-Nazaire une convention de coopération pour préparer ensemble nos deux territoires. Donc il y a eu également des coopérations territoriales qui se sont faites, ce qui a permis d'ailleurs des rencontres d'entreprises à la fois de la région de Nantes-Saint-Nazaire et de l'Estuaire de la Seine. Quand vous dites on a signé, c'est pas vous, Havre Développement, c'est la CODA. La CODA, bien sûr. La CODA, oui. Mais donc CODA Carène, Havre Saint-Nazaire. Au nom de la place du Havre, hein. Donc c'est la CODA évidemment qui a signé, qui est l'homologue de la Carène ici. Hein. Donc aujourd'hui, comment faire? C'est surtout anticiper les développements futurs. Hein. Et les développements futurs, quelle va être la dimension du marché, quelles vont être les passerelles avec d'autres technologies dans les énergies marines. Il y en aura peut-être, ça a été évoqué ce matin, y compris par Louis-François Duré, pourquoi pas. Il y a là toute une anticipation. Il faut que les entreprises comprennent qu'une aventure comme celle-ci va avoir des prolongements. Ça ne va pas s'arrêter à l'éolien posé. Par ailleurs, il y a toute une série de métiers qui vont s'implanter ici, sans oublier les fondations, qui vont être des fondations béton, puisqu'il y a un site qui est prévu pour produire des fondations béton. Ça peut être le point de départ d'un pôle d'excellence en matière de béton en milieu marin. Il y a des innovations à trouver. Donc c'est un peu ça le rôle de l'agence, c'est d'amener les entreprises sur le terrain un peu de la prospective et de leur montrer le chemin des marchés qui arrivent. Alors vous cherchez à sécuriser la suite, vous cherchez à sécuriser l'après-chantier, on va dire, l'après-engouement actuel. Concrètement, comment vous faites? Ça veut dire que vous mettez en place des projets de R&D, vous mettez en place des expérimentations, vous nous parliez des bétons à l'instant. Notre rôle est de les susciter. Nous sommes l'agence de développement, ce n'est pas nous qui mettons en œuvre directement de ce type de projet. Je vais vous citer un exemple. L'Institut d'excellence en énergie décarbonée Paris-Saclay, efficacité énergétique, a choisi le Havre pour implanter son terrain d'expérimentation. C'est un signal qui est excellent. Air Liquide en est le leader. Il y a dedans Mines ParisTech, Centrale, Areva et Alstom en sont d'ailleurs membres associés. Ça va nous donner l'occasion de mettre en réseau des grands noms de l'industrie française et d'amener avec eux
les entreprises, les ETI du territoire, style Fauré-Lagadec ou d'autres, et les PME qui s'impliquent également, sur des terrains qui ne leur sont pas complètement naturels. Et je pense par exemple le béton effectivement innovant, nous avons depuis longtemps cette idée, c'est un peu le site de production de Fondation Béton qui va sans doute permettre de la faire émerger. Jusqu'à présent, c'était une idée qui était un peu latente et on se demandait un peu, quelque part, y compris les cimentiers et l'INSA Génie Civil, par exemple, qui a une implantation ici au Havre, par quel bout prendre cette idée de pôle d'excellence. On va avoir l'occasion, avec ce site, de concrétiser cette idée-là. C'est ça le métier de l'agence, hein. C'est de regarder un petit peu plus loin, et de voir, et la prochaine étape, ça va être le stockage des énergies intermittentes. On en a beaucoup parlé ici. Il faut savoir que nous sommes ici sur un territoire qui offre toutes les possibilités de mise en œuvre expérimentale de techniques de stockage. Il y a aujourd'hui, grosso modo, 2 techniques de stockage qui sont proches et même d'ailleurs utilisées déjà. C'est la production d'hydrogène, qui est une source d'énergie en soi et qui peut effectivement contribuer à l'optimisation de la production des éoliennes, y compris offshore. Et puis c'est également une autre technique qui est la compression de gaz. On comprime du gaz, quand on le garde comprimé, quand on a besoin d'énergie électrique, on le détend. Il faut savoir qu'ici, au Havre, il y a une entreprise qui est une spécialiste de la turbine et du compresseur, c'est Dresser-Rand. Donc nous avons, et puis le site Win 2 à Velette-sur-Mer, qui va accueillir des éoliennes Alstom et Areva, pourrait permettre, et gagner d'ailleurs en dimension innovante, pourrait gagner en dimension innovante en réalisant une expérimentation de ces 2 techniques, de manière à faire avancer le dossier. Les industriels aujourd'hui et les énergéticiens sont confrontés à une nécessaire baisse du coût de production du mégawattheure. Bien sûr, il y a toute une série de mesures qui peuvent permettre de baisser le coût, l'industrialisation, l'optimisation de la logistique, etc. Mais le stockage en est une également, naturellement. Donc voilà un peu tout cela. Notre métier à nous et notre rôle, c'est de susciter l'émergence de ces développements-là qui sont potentiellement à notre portée parce que nous avons le site expérimental à Velette qui va être lancé, nous avons les énergéticiens et nous avons les industriels dont les technologies permettent de stocker ces énergies-là. Demain, ce sera une donnée, c'est évident. Aujourd'hui, on est en phase expérimentale et on ne demande qu'à y entrer. Bertrand Dubois-Freinet nous parlait de résidences secondaires tout à l'heure. Velette-sur-Mer, il y en a quelques-unes. Et il y a une présidente d'ailleurs anti-projet éolien de Velette-sur-Mer qui est certainement dans la salle, Sabine Servan-Schreiber, non ? Si elle veut dire quelque chose, c'est le moment. Non, Fino, c'est parti. Enfin, le Fino à la française. Hein. Alpha Ventus à la française plutôt, là. Win 2. C'est un Alpha Ventus plus, puisque Alpha Ventus n'expérimente pas de technique de stockage des énergies. Pas encore, oui, c'est vrai. Voilà. Pas à ma connaissance. Alors, sur Alpha Ventus, Louis-François Duré, vous êtes aux côtés là-bas de votre copain Suzelon qui expérimente lui des machines Repower, mais ça c'est une autre histoire, c'est Alpha Ventus. Là vous serez aux côtés d'Alstom. Où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'on en parle de votre implantation industrielle. Très concrètement, où on en est et à quand la première pierre? Alors 2 mots peut-être sur la situation actuelle puisque vous évoquiez l'Allemagne. L'exemple de Bremerhaven a été cité par M. Tchalus. C'est effectivement un endroit qui en moins de 10 ans a réussi à constituer une filière nouvelle, totalement nouvelle pour eux, et emploie aujourd'hui plus de 7000 personnes, plus de 700 directement employés par Areva. Nous sommes le premier employeur de la région. Ce qui montre qu'on peut quand même réussir aujourd'hui à créer des filières de ce type. Notre projet, c'est de faire la même chose au Havre. Nous avons choisi le Havre pour des raisons logistiques, économiques, je ne vais pas revenir, pour le tissu industriel, très clairement, de la région ouest, globalement. Et je voudrais saluer le caractère visionnaire du Havre Développement, Gérard Merchet en parlait, puisque les premières démarches sont bien antérieures au premier appel d'offres. C'est clair, là, il y a eu une anticipation qui est tout à fait remarquable. Ce que nous pouvons réaliser au Havre, et c'est sans doute le meilleur endroit pour cela, c'est sur un même site de plusieurs dizaines d'hectares, une usine de turbines, une usine de pales, une usine de génératrices ABB, une usine de multiplicateurs Moventas, une usine de roulement NTN-SNR, et depuis ce matin, nous en avons eu confirmation, une usine de section de tours Fauré-Lagadec, qui était déjà là juste à côté, et ça tombe très bien, et un accord
avec Entrepose CNP. Nous continuons à prospecter le tissu industriel. À ce jour, nous avons rencontré 400 entreprises dans l'ouest de la France. Et en Picardie, j'ajoute, pour ne pas me fâcher avec les amis picards. 400 entreprises, c'est considérable. Il faut imaginer le temps que cela prend et on en est très heureux. Nous avons fait ce travail grâce au CCI, c'est clair, qui nous ont beaucoup aidés. VigiBusiness est un très bel outil, vous avez parfaitement raison. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que sur ces 400 entreprises, nous avons un premier résultat important, qui est que plusieurs dizaines ont été présélectionnées et vont rentrer dans une phase intéressante, mais ardue, de préqualification, c'est-à-dire des audits sur les processus de production, de design, de manufacturing. Bon, c'est une partie importante, mais elle est absolument nécessaire compte tenu de la perfection que nous voulons atteindre. Nous avons emmené plus de 100 entreprises voir nos réalisations actuelles, parce que rien ne vaut la preuve par l'exemple. Et à ce sujet, je ne résiste pas au plaisir de vous dire, puisque vous parliez d'Alphaventus, installé en 2009, qu'en ce moment même, nous installons nos 2 premiers champs commerciaux, qui s'appellent BW2 et GT1. Nous avons déjà installé une quinzaine d'éoliennes en mer, et nous profitons du beau temps pour continuer. Voilà, merci. Alors vous êtes en train d'installer donc 120 machines à peu près, on va le voir en image là tout de suite en mer du Nord par beau temps. Donc vous installez 120 machines de 5 mégas, la fameuse M5000, à plus ou moins 3 millions d'euros par mégawatt installé en mer, voire beaucoup plus cher quand on se trouve à 110 km comme c'est le cas pour, je crois, Borkum ou c'est l'autre. Bon. D'accord, pas la totalité. Pour vous, on l'a bien compris, il n'y a que 70% pour la machine, mais ça va commencer à faire une jolie part sur le chiffre d'affaires du groupe Areva. L'objectif d'Areva est réellement de développer cette activité renouvelable qui s'est constituée au fil du temps. D'abord l'hydrogène, et nous sommes très heureux de notre position dans l'hydrogène, qui nous paraît vraiment un atout pour les années qui viennent, parce que la demande de stockage va être très importante, et l'hydrogène pour la mobilité ou pour la réinjection dans les réseaux de gaz, tout spécialement en Haute-Normandie, c'est une très bonne idée. La bioénergie, nous avons engrangé quelques succès commerciaux qui ont fait l'objet de communiqués de presse, et ça n'est pas terminé. Le stockage thermodynamique, dont on parle peu en Europe, mais qui est une réalité importante pour l'Inde et pour l'Australie. Et puis enfin, l'éolien en mer qui monte en puissance. Nous avons construit 50 éoliennes l'an dernier. Il faut peut-être avancer les images, parce que là, on commence à se lasser. Alors voilà Bremerhaven. Voilà, vous avez une vue du parc de stockage de l'usine avant le début des installations en mer. Et si le zoom avait été plus large, vous en auriez vu beaucoup plus, puisqu'on avait un parc vraiment très très bien achalandé. Voilà les premières éoliennes installées sur Borkum Ouest 2. Sont quand même des belles machines. Et vous voyez bien la tour qui sera donc fabriquée pour la section S3 au Havre par nos amis de Forêt-Lagadec. 3600 composants, bon, on a vu un certain nombre de composants clés vont être produits très près de chez nous. C'est un avantage logistique considérable. La logistique est évidemment un facteur clé dans ce business, mais il reste des milliers, quelques milliers, des centaines de composants, pour certains beaucoup plus à portée de main, j'allais dire, de pas mal d'entreprises. Et c'est ce que nous souhaitons faire, c'est de localiser dans le Grand Ouest ces fabrications. Et voici j'en ai fournisseurs, oui. 3, mais bon, il y en a eu tellement qu'on ne les compte plus. Mais ça, c'est absolument fondamental, parce que Édouard Philippe disait ce matin, il faut donner envie. Quand les gens voient ces objets, clairement, ils ont envie. Qu'ils fabriquent des coques en polyester ou des morceaux de circuits électriques, ça leur donne vraiment envie de participer à cette belle aventure. Une dernière question, Louis-François Duré, pour cette introduction de la table ronde. Vous êtes propriété de l'État, vous avez accès à la DGEC et aux parlementaires. Comment vous sécurisez la suite, l'après-projet? Qu'est-ce que vous leur demandez? Les 3 gigas, là, ça serait peut-être temps de les sortir. Qu'a dit le président hier? Comme les autres, bien entendu, ni plus ni moins. Un peu plus quand même. Non, ce qu'on demande, comme les autres, et avec le soutien du syndicat des énergies renouvelables, c'est du volume, parce que la France reste un marché de taille relativement modeste pour l'éolien en mer, par comparaison avec le Royaume-Uni, où vous avez déjà 5000 MW installés. L'Allemagne, pas tout à fait 1 millier. Quand nous aurons terminé, on y sera presque. La France, il
faut qu'elle ait ses 6000 MW très vite. Ça, c'est très important que le troisième appel d'offres soit lancé rapidement. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de donner de la visibilité à nous-mêmes, en tant qu'industriels de premier rang, mais aussi à tous les fournisseurs que nous allons entraîner, puisque nous sommes la locomotive et que d'autres sont des wagons. Ça, c'est tout à fait essentiel. L'autre intérêt d'avoir des volumes et de la visibilité, c'est de pouvoir commencer à réduire les coûts de façon substantielle pour se rapprocher progressivement de la parité réseau. C'est absolument indispensable. Merci Louis-François Duré. Alors vous allez réintervenir tout à l'heure puisqu'on va faire parler des sous-traitants. Je vais demander aux autres participants à cette table ronde de venir nous rejoindre pour nous parler d'autres territoires mobilisés, d'autres positionnements d'industriels, de la place qui est laissée aux PME, aux ETI et enfin de la dynamique globale qui est en train de se mettre en place. Donc Jean-Claude Camus, on vient d'en parler à l'instant, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin. Jérôme Pécresse, qui est là avec nous, président du secteur Alstom Renouvelable Power et vice-président exécutif d'Alstom. Andreas Görgen, qui est assis au premier rang depuis tout à l'heure, qui est président Europe Sud-Ouest de Siemens Energy. Pierre Vialfond, directeur des ventes Europe Énergie Renouvelable pour GE Power. Alain Le Guillard, directeur général du groupe Louis Dreyfus Armateur. Et puis Didier Sépulcre de Condé, qui est président directeur général de NTN-SNR Europe. Le voilà. Alors, on va commencer par l'autre success story de l'éolien avec Jean-Claude Camus, qui est donc sur Cherbourg-Cotentin. Cette autre aventure industrielle qui démarre est celle d'Alstom, à Cherbourg et Saint-Nazaire. Quels étaient vos facteurs de différenciation, vos atouts? Comment vous avez réussi à attirer votre voisin de droite? Tout à l'heure, un intervenant nous a dit le maire du Havre, nous a dit qu'Anne Lauvergeon lui avait demandé de lui faire envie. Vous avez fait la même chose? Je crois que oui. Faire envie, mais on a peut-être été aussi plus que là, parce qu'on a été, vous le savez, depuis quelques années, nous travaillons sur un chantier important, qui est le plus gros chantier d'Europe. Nous avons fait nos preuves. Nous avons déjà implanté un certain système pour attirer les entreprises, et ce système marche. Mais je voudrais dire qu'on est un peu le petit poussé, parce que par rapport à tout ce que j'ai pu entendre autour de cette table tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne joue pas dans la même cour. Mais pour autant, je vous l'ai dit, on a le plus grand chantier d'Europe. Et puis je crois aussi, j'aime toujours rendre à César ce qui appartient à César, nous avons eu des élus, à commencer par la région, parce que la Chambre de commerce, c'est un petit aménageur que je dis souvent, mais nous avons eu des élus, toutes tendances politiques confondues, qui eux aussi ont donné envie. Je pense au conseil régional, je pense au conseil général, je pense aussi à, comment dire, la société qui s'est formée, c'est-à-dire PNA, et qui elle est détenteur des terrains, etc., sur le port, parce que là aussi c'est une énergie superbe qui va démarrer pour le port. Tous ces gens-là ont travaillé en osmose, c'est eux qui ont porté le projet depuis le début. Et puis nous, effectivement, on leur a donné envie en associant tout ce monde-là. Alors c'est vrai que quelque part après, la Chambre de commerce a œuvré pour faire des B2B, etc., etc. Alors, Alstom et EDF-EN arrivent sur votre territoire. Concrètement, combien d'emplois vous attendez? Vous avez déjà des chiffres qui circulent? On a entendu écoutez, tout à l'heure il y a de nombreux chiffres qui circulent. Plus ou moins suivant les tendances, mais je crois que M. Pécresse pourrait répondre plus précisément à cela que moi. Mais pour autant, au-delà des chiffres qui circulent, il y a des envies qui sont là, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a toute une filière industrielle qui peut être créée sur Cherbourg. Et bon, j'ai eu l'occasion de le dire avec des mots simples au président de la République hier. Il y a une attente des industriels sur Cherbourg. Il y en a un certain nombre qui ont fait leurs preuves, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Mais pour autant, le cercle, il ne s'arrête pas à Cherbourg, bien évidemment. J'avais eu l'occasion de le dire à mon ami Vianney qui était là. C'est des cercles qui s'élargissent parce qu'il est bien évident qu'il y a des entreprises sur Cherbourg qui ne peuvent pas faire, et on ne va pas les faire, les turbines Alstom, c'est clair. Mais pour autant, il y aura l'important pour nous, Chambre de commerce, c'est qu'il y ait du travail pour l'ensemble des entreprises de notre territoire, que j'élargis aussi bien au Cotentin,
à la Basse-Normandie qu'à la Haute-Normandie, puisque maintenant nous travaillons ensemble. Alors on va lui poser directement la question concernant l'emploi. Jérôme Pécresse, président du secteur Alstom Renewable Power et vice-président exécutif d'Alstom, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce que vous envisagez comme implantation, installation, emploi, etc. Alors, comme on l'a annoncé, on est en train de mettre en œuvre notre plan industriel qui comprenait, vous vous en souvenez, on l'avait dit l'année dernière à la même époque, 2 usines à Saint-Nazaire pour faire les nacelles et l'alternateur de nos turbines, 2 usines à Cherbourg pour faire les mâts et les pales. Et je reviendrai peut-être dire pourquoi on est à Cherbourg et comment Cherbourg nous a effectivement donné envie. Donc ce plan industriel, il est lancé, puisque la construction des 2 usines à Saint-Nazaire a démarré, je crois que vous pouvez le voir. On va le voir en image, oui. Vous avez lancé la diapositive, mais nos usines en France sont une réalité, puisque non seulement les permis de construire ont été déposés, les premières pierres ont été posées, mais la construction a commencé. Là, vous voyez une photo de la turbine installée onshore entre Nantes et Saint-Nazaire, et la deuxième turbine en train d'être installée offshore au large des côtes belges. Et si vous allez sur le transparent suivant, vous voyez donc ce qui se passe à Saint-Nazaire aujourd'hui, où je dirais le concept, les beaux projets sortent de terre, puisque les 2 usines Alstom sont en train d'être construites à Saint-Nazaire, et on enchaînera derrière avec la construction des 2 usines à Cherbourg. Donc notre plan industriel se décline, et je vous rappelle qu'il a vocation à créer à peu près, si on reprend l'ensemble des emplois créés par le consortium avec EDF et Dong, un total de 7000 emplois directs et indirects, 5000 pour la partie Alstom, et 2000 pour la partie EDF ou la partie partagée qui recouvre à la fois l'installation et la construction des fondations, notamment les fondations béton auxquelles il a été fait référence précédemment. Donc 7000 emplois, et vous voyez que pour ce qui concerne Alstom, ça devient une réalité. Alors bien sûr, on parle d'emplois directs et indirects, et ça me permet de rebondir sur l'aspect sous-traitance et co-traitance, qui est très important, puisque on se veut chez Alstom, dans ce métier des énergies marines renouvelables, comme on est dans d'autres métiers, que ce soit le thermique, que ce soit le transport, la locomotive d'un réseau de sous-traitants et de co-traitants. Donc on a tout le travail qui est en cours d'information et de discussion et de préparation des sous-traitants à nous servir. On a déjà 40 sous-traitants qui travaillent pour nous dans l'atelier temporaire à Saint-Nazaire. On assemble nos premières éoliennes. On en a vu, je crois, 500 ou 600. On en a 100 qui sont déjà préqualifiés. Donc, tout ce travail est en marche parce qu'on sait que ce sera un succès, non seulement si Alstom crée des emplois, mais si les emplois sont déclinés dans toute notre chaîne de fournisseurs. Et on sait d'expérience dans tous nos métiers que pour travailler avec des sous-traitants français et des sous-traitants français, des entreprises françaises, des ETI, des PME, il est important d'assembler les turbines en France parce que ça conduit à une irrigation naturelle du terreau de fournisseurs. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le plan industriel qui progresse. On attend effectivement pour les sécuriser la phase 2 et une éventuelle phase 3. Vous y croyez encore à la phase 2, 3 gigas, la phase 2, on y croit puisque EDF a annoncé qu'il participerait pour les 2 champs avec des turbines Alstom. Et la phase 3, on en attend avec une certaine confiance. Et puis on compte aussi bien sûr sur des volumes à l'exportation. Alors pourquoi Cherbourg, puisqu'on est ici en Haute-Normandie, pas très loin de la Basse-Normandie? Parce qu'on a eu envie. Et pourquoi est-ce qu'on a eu envie? Je crois qu'il y a eu 2 facteurs. Il y a eu effectivement, et le président Camus en parlait, une très forte mobilisation, toute sensibilité politique confondue, des acteurs politiques. Et je crois qu'on a été remarquablement accueillis dès le premier jour avec Port Dormant Associés qui, je dirais, nous a mis à disposition des surfaces, un service, une qualité d'écoute. Et donc on a eu le sentiment que les gens avaient envie qu'on vienne et qu'on pouvait travailler avec eux en confiance et en partenariat. Donc je crois que c'est ça qui a été important, au-delà de la disponibilité de surface qui était parfaitement en adéquation avec nos besoins. Et l'originalité de Cherbourg aussi, c'est que ça nous permet de dépasser le strict cadre de l'éolien offshore, puisque vous savez que chez Alstom, on est, je crois, le seul acteur français à être présent à la fois dans l'éolien terrestre, l'éolien en mer, posé et flottant, et l'hydrolien. Et donc à Cherbourg, on déploie une stratégie qui commence avec l'éolien offshore, les mâts et les pales, mais qui continuera avec l'hydrolien, puisqu'on a eu le bonheur hier d'être présent lors de la visite du président de la République à Cherbourg, qui a lancé l'AMI pour les fermes pilotes hydroliennes. Et dans ce cadre, nous avons signé un accord avec Port Dormant Associés pour réserver des surfaces sur le port de Cherbourg pour l'assemblage de nos premières hydroliennes. Donc ça permettra de faire jouer entre nos implantations industrielles, des synergies de compétences, des synergies d'emploi et de travailler éventuellement sur des fournisseurs communs. Vous êtes impliqué dans l'Alpha Ventus à la française, pour le comme ça, ou le Win 2 qui va prendre place à Velette-sur-Mer. Velette-sur-Mer, pour mémoire, un des seuls projets retenus dans l'appel d'offres de 2005, appel d'offres offshore de 2005. Toujours rien de sorti. Au début, 21 machines de 5 mégas qui devaient être installées. Puis finalement, peut-être un petit peu moins, dont certaines à vous.
Écoutez, ça, on verra pour l'instant. Pour ce qui concerne le projet Wind 2, nous on regarde, on est bien sûr partie prenante du projet Wind, on est actionnaire et partenaire de ce projet. On va regarder effectivement s'il est possible d'avoir un projet viable. Et viable, ça veut dire d'avoir un financement, un permis et un tarif suffisant pour pouvoir installer des machines Alstom. Si c'est le cas, c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt pour nous. C'est bien sûr encore dans une phase d'étude. Sinon, comment faites-vous pour la R&D? C'est réparti sur un certain nombre de laboratoires? Ou est-ce que vous auriez besoin d'un CNRE, Centre National de Recherche Éolien, français? Écoutez, nous, on l'a dit, hein, il y a, dans le cadre de la phase 1 de l'appel d'offres de l'éolien offshore, on a vocation à transférer toute notre R&D éolien offshore de Barcelone, où elle est actuellement, vers Nantes, d'y ajouter ce qu'on a déjà à Nantes, ce qui est un embryon de R&D sur l'hydrolien, et de créer donc un centre de recherche énergie marine Alstom qui sera localisé à Nantes, qui, comme on a commencé à transférer les équipes et qui va monter en puissance au cours des 2-3 ans qui viennent. Et donc ça participe de notre implantation dans les Pays de Loire, en plus de nos dispositifs industriels à Saint-Nazaire. Merci Jérôme Pécresse. On va regarder ce qu'en pensent vos autres collègues industriels. On a Andreas Görgen qui est avec nous, président d'Europe Sud-Ouest de Siemens Energy. Alors, quel est le regard de l'industriel sur ce qui est en train de se passer sur l'éolien en France? Le regard de Siemens sur le développement de la filière? Ça ne va pas vous étonner, c'est un regard, disons, un peu ambigu, parce que jusqu'ici, nous ne sommes pas dans l'éolien offshore en France. Mais néanmoins, je tiens ici à féliciter quand même tous les collègues qui relèvent l'exploit, enfin le grand défi de rendre le offshore une vraie industrie dans des années 20, une industrie qui sera compétitive au niveau du prix. Comme vous le savez, le prix offshore en ce moment en France pour des parcs à être installés en 2018, il va être selon les journaux autour de 200 € le mégawattheure. Au Danemark, je ne sais pas si le collègue danois il est toujours là, le parc Anholt qu'on a inauguré cette année, il est autour de 150 € le mégawattheure. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'il va falloir arriver en dessous de 200 € le mégawattheure dans les années 2020. Et nous sommes disponibles avec toute notre expérience. Nous avons installé 1200 machines en mer jusqu'ici. Nous avons toujours envie de travailler en France, de coopérer, et les entreprises avec lesquelles nous coopérons, juste 3 chiffres pour Siemens. Siemens, c'est 7 usines en France, c'est 7000 collaborateurs et c'est 7000 fournisseurs. Et donc avec les fournisseurs avec lesquels nous travaillons dans le offshore, notamment Mersen, Rolix, nous les amenons actuellement vers d'autres sites, vers l'export, ce qui explique pourquoi nous faisons 30% de chiffre d'affaires en France par l'export. Donc c'est toujours un regard très positif. Et c'est avec une certaine nostalgie que j'ai entendu, monsieur les représentants locaux, de dire qu'ils avaient donné envie à des entreprises françaises de venir. Éventuellement, je suis techniquement bon, je suis compétitif, mais je ne suis pas assez français. Et quand j'ai vu mon collègue avec sa pancarte, une éolienne Areva 100% français, j'imagine vous avez la même pancarte pour l'Allemagne, une éolienne Areva en Allemagne, c'est 100% allemand. Hélas, une éolienne Siemens ne sera jamais ni 100% allemand, ce qui est impossible parce que la nacelle elle est fabriquée au Danemark. Elle n'est jamais 100% danoise parce que dans la nacelle vous trouvez des produits français comme Mersen, ou vous trouvez la couronne d'orientation de Mersen. Et j'ai bien peur que, disons, le nombrilisme national qu'on pourrait porter vers les défis industriels, à la longue, puisse porter atteinte à notre compétitivité. Et je pense qu'on partage tous l'intérêt d'être compétitif en Europe, parce que le vrai défi, c'est pas entre nous trois. Le vrai défi, il est de l'Europe par rapport à d'autres régions de son... Vous quatre, Yadji à côté. Andreas Görgen, non, vous dites que enfin, vous vous présentez comme n'étant pas forcément français. Je rappelle quand même que vous êtes docteur en droit, ancien élève de l'ENA, vous connaissez un peu la France quand même. Hein? Donc pas de raison de m'étonner. Ben oui, voilà. Ne soyez pas aussi dur. Bon, dites-moi, vous gardez les micros là, 7 usines en France. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour une 8e usine qui ne fasse que de l'éolien? Quelle taille de marché? Qu'est-ce qui un truc significatif? Peut-être qu'on parlera un peu des nombres. Le nombre d'emplois pour vous,
mes chers collègues, pour une usine de nacelle, c'est combien? Prenez des micros. Allez, Jérôme Pécresse, il y a un micro fluo là, juste devant. Vous en avez un autre là-bas. L'emploi dans une usine de nacelle, c'est autour de combien de personnes? Parce que chez nous, on dit pour un gigawatt, une usine de nacelle, c'est 80 personnes. Mais peut-être on a des modes de fabrication vétustes. Oh, peut-être que vous êtes plus efficace. Une usine de nacelle, 1 gigawatt, 80 personnes, c'est un peu moins que ce qu'on a en tête. Mais vous êtes sûrement bien meilleur que nous. Ouais. Louis-François Duré. Vous voulez produire... L'emploi direct, on est bien d'accord, on est autour de 700. Emploi direct, pardon, sur quoi? Sur 1 gigawatt. Sur 1 gigawatt, emploi direct, 700 ou à peu près, oui. Oui, d'accord. Non, voilà, on a les mêmes ordres de grandeur, a priori. Les différences de productivité doivent être du deuxième ordre, a priori. Oui, ou c'est pas là, voilà. Parce que nous, on est dans des nacelles qui sont plus modulaires, donc on va fabriquer une partie au Danemark, une autre partie en France, donc ça explique peut-être cela. Mais qu'est-ce qu'il nous faudrait? Un marché accessible, donc encore une fois, on considère qu'on a des produits qui marchent bien. Enfin, ça tourne en rond, généralement. Le problème n'est pas voilà, technique. On considère qu'on peut produire de l'électricité à un prix relativement compétitif. Enfin, en 2013, moins cher qu'en 2018 sur d'autres champs. Hélas, il nous faudra un marché. Et pour finir sur cela, sur cet aspect de marché, il y a quand même quelque chose qui m'a bien fait réfléchir. Très récemment, j'ai eu des appels des collègues qui sont en Grande-Bretagne, au Danemark, en Allemagne, et qui m'ont dit, mais Andreas, s'il te plaît, tu nous fais une petite note de synthèse sur l'appel d'offres français, parce que c'est quand même un pays qui a réussi à élever, à pousser une industrie française, et il n'y a aucun des concurrents qui soit présent sur le marché. Comment ils ont réussi à faire cela? Et ma grande crainte, avec mon éolienne qui est danoise, allemande, française, je ne sais pas quoi, ma grande crainte, c'est que chaque pays fasse pareil. On n'est pas les premiers à faire ça. Enfin, les Portugais, par exemple. Ah non, c'est pas vous, c'est Enercon au Portugal. Oui, enfin, il y en a d'autres qui l'ont fait auparavant. Excusez-moi. Une chose est sûre. Toute cette énergie qu'on produit, on la produit grâce à des aides publiques. Donc, il est évident que l'industrie doit un retour en valeur économique à la société qui accorde des aides. Donc là, qu'il n'y ait pas d'erreur. Oui, aide publique et puis porte-monnaie du consommateur d'électricité. C'est la société, c'est les citoyens qui décident d'accorder une aide à l'industrie. Donc l'industrie, elle doit un retour en valeur. Et d'ailleurs, Andreas, c'est pour ça que les appels d'offres sont ouverts à tout le monde pourvu qu'ils aient des clients. Ah, bien sûr. Non, mais je ne conteste pas du tout. Je suis encore en pleine analyse. Andreas, juste un dernier petit mot. On a beaucoup parlé tout à l'heure intégration au système. Ces éoliennes qui arrivent, qui sont de plus en plus intelligentes, elles vont se raccorder à un réseau qui va lui aussi être obligé de devenir de plus en plus intelligent. Un grand smart grid, tout le monde va discuter avec tout le monde. Les éoliennes sont prêtes. On a entendu tout à l'heure qu'elles pourraient injecter un peu plus de réactifs, ça nous a été dit. Elles peuvent faire plein de choses avec de l'électronique de puissance. Mais bien sûr, mais on n'est pas... Enfin, voilà, on est tous les quatre, excusez-moi, je parle du offshore. Non, on est tous les quatre, et là, il y a les collègues d'Enercon, donc tout le monde est en train de relever les mêmes défis. Et ça va être une compétition très intéressante. Mais n'oublions pas que l'Europe n'est pas seulement une Europe de compétitivité, c'est aussi une Europe de coopération et une Europe de solidarité. Quand on jette le regard sur la France et l'Allemagne, tout le monde parle de la compétitivité, comme si on était sur un terrain de foot où il y a deux équipes nationales qui s'affrontent. Ce n'est pas du tout le cas. Regardez, Global Tech One a été financé par la KfW à hauteur de 280 millions. Donc c'est formidable. Ça, c'est une coopération européenne où il y a une banque allemande qui finance une entreprise française qui est bien installée en Allemagne pour un parc éolien en mer du Nord. Oui, des machines qui ont été fabriquées à Bremerhaven quand même. Pour Alstom, c'était 60 millions pour des trains, pour le Landes. Donc voilà, le jour où on va aller voir la BPI, je pense aussi que c'est l'entrée de ce grand public-là, de soutenir l'industrie de quelle nationalité qu'elle soit. Bien sûr, et le jour où vous aurez une usine d'éoliennes offshore en France, je suis sûr que la COFAS vous financera l'exportation pareil. Ben oui, non mais c'est juste, c'était parce que c'était un point de discussion tout à l'heure au sujet de la KfW, où quelqu'un disait que la KfW ne finance que de l'industrie allemande. Ce n'est pas vrai du tout. Concernant l'éolien offshore, il y a ceux qui répondent et qui ne sont pas retenus, je vise personne à la table ronde, et puis il y a ceux qui ne répondent pas. Pierre Vialfond, vous faites partie de cette deuxième catégorie, vous êtes directeur des ventes Europe chez GE. Pourquoi vous ne répondez pas aux appels d'offres français ?
déjà après un Allemand vivant en France, un Français vivant en Allemagne, pour compléter, travaillant pour une entreprise américaine. Donc de toute façon, l'éolien, c'est global et ça va sans doute rester global encore longtemps, bien qu'il y aura des initiatives locales et des plans industriels comme celui que développe Alstom et qui est, je pense, un bel exemple et j'espère un bel exemple de réussite. Pourquoi GE n'a pas répondu, notamment j'imagine la question se porte sur les appels d'offres en France. Oui, oui, absolument. Alors GE a acquis une entreprise il y a 4 ou 5 ans qui avait développé une technologie direct drive en offshore pour pouvoir rentrer rapidement en fait dans l'offshore. GE étant dans le renouvelable depuis 11 ans maintenant, principalement en onshore. Le produit a été développé, a été amené à une capacité et en même temps GE regardait un petit peu l'équation économique de l'offshore dans un contexte où les tarifs sont en train de baisser, dans un contexte où on parle de plus en plus d'arrêter les aides, aussi bien en offshore qu'en onshore, d'accompagner, mais finalement il va falloir se débrouiller avec la seule ressource qui est le vent et la technologie. Et GE ne voit pas aujourd'hui encore comment on peut arriver à l'horizon 5 ou même 10 ans, on parle des années 20, avec des tarifs offshore de l'ordre de 100 € du mégawattheure. GE ne voit pas aujourd'hui quelle peut être la technologie qui soit capable, en distribuant de la valeur le long de toute la chaîne, pour tous les acteurs de la chaîne, avec une valeur qui soit bien distribuée. Je ne vois pas quelle technologie peut arriver en fait, à permettre que ce soit en fait, durable, même sur des zones de vent suffisantes. Donc c'est vraiment pour ça aujourd'hui que GE a mis au point cette technologie et la teste. On a une machine offshore qui est installée très proche qui est une nearshore en définitive, qui tourne en juste les pieds un peu mouillés, quoi, voilà, c'est tout. Quand il y a du vent et de la marée. Donc c'est même concept que ce que font nos confrères de chez Alstom. La première, en général, on la met en terrestre pour pouvoir y accéder facilement et comprendre et puis faire les différentes tests. Donc on a une machine qui fonctionne, qui est une direct drive. Et donc on sait ce qu'on peut faire et on sait vis-à-vis d'un appel d'offres et de la compétitivité, de ce qui est attendu en termes de tarifs, on sait où on peut aller. Mais aujourd'hui, on ne voit pas finalement que ça ne converge pas vers un intérêt commun le long de toute la chaîne. Donc la technologie est là, on observe ce qui se passe. Et puis si des choses évoluent, on peut très bien rentrer avec cette technologie-là demain. Mais il y a pourtant des pays qui ont quand même pratiquement 20 ans de retour d'expérience sur l'offshore, les pieds mouillés comme vous, hein, si on prend Tuno Knob ou Windebou, 5 mètres de hauteur d'eau, c'était pas franchement de l'offshore comme peut en faire arriver à 110 km des côtes, ou ce qu'on va voir arriver comme projet là bientôt. Donc il y a quand même du recul, il y a des gens qui ont quand même réussi à la boucler cette équation économique, même si au début c'était dur. Elsam avec Hornsrev, 80 machines de 2 mégas, et ça a été dur, mais finalement ils y sont arrivés. C'était avec d'autres tarifs déjà. Oui, c'est vrai. Et comme vous dites, nearshore ou près du bord ou peu importe, ou en eau peu profonde, c'est autre chose. Et d'ailleurs, on pense qu'on peut boucler l'équation économique jusqu'à 30 mètres avec la technologie qu'on a développée, mais pas au-delà. Et sur des vents qui sont quand même relativement conséquents. Donc, dans la perspective des tarifs qui baissent, on a un gros point d'interrogation et on voit d'ailleurs un certain nombre d'initiatives intéressantes en Europe. L'Irlande a récemment signé un accord avec les îles britanniques pour exporter de l'énergie fabriquée sur son sol, du onshore, par câble vers le Royaume-Uni, pour en fait remplacer un certain nombre de projets offshore qui étaient jugés économiquement non viables. GE a beaucoup d'opérations aux États-Unis où il y a beaucoup de place. Donc la question d'offshore ne se pose même pas aux États-Unis, parce oui. qu'onshore, il y a de la place. Il y a beaucoup de gaz de schiste aussi, ça va vous causer des soucis. Revenons sur Terre, puisque c'est ce qui vous intéresse comme terrain de travail. Quand est-ce que vous rentrez dans la danse industrielle? Qu'est-ce qu'il vous faut comme marché pour pouvoir rentrer sur l'onshore, dans la danse industrielle, sur le territoire français? Sur l'onshore, et ce serait un peu la même question sur l'offshore finalement. GE l'a déjà fait, les plans industriels qui ont été développés pour le Québec ou plus récemment pour le Brésil. Il faut des volumes entre 500 MW et 1 gigawatt. C'est à peu près à partir de ces ordres-là qu'on regarde en fait une implantation industrielle. Donc après, l'intégration de cette implantation, elle peut être faite par des sous-traitants ou elle peut être faite par le turbinier directement. Tout dépend des garanties, tout dépend à quelle vitesse vont se passer les choses. Mais c'est à peu près, je pense, à cet ordre-là qu'on regarde. Vous venez de prononcer le mot sous-traitant. Vous êtes à Windustry. Qu'est-ce que vous y cherchez?
on cherche à augmenter notre pénétration au niveau du sous-traitant français, parce on fabrique nos turbines en Allemagne ou aux États-Unis, et on a la tendance jusqu'à maintenant à transporter nos turbines d'Allemagne avec des transporteurs allemands et de faire le montage avec des grutiers allemands, etc. Donc on pense qu'on a tout à gagner à faire travailler des entreprises locales qui ont développé une expertise depuis le temps et qui sans doute pourront apporter de la valeur aussi. Ce ne sont pas vos deux fabricants de composants en France. Ce ne sont pas vos deux voisins de gauche qui vont vous contredire. On va leur donner la parole maintenant. Il reste deux industriels à cette table qui ne sont pas des industriels fabriquant la machine dans son ensemble. Ce sont soit des prestataires de services, soit des... Enfin, c'est pas un gros mot, hein, ce sont les fournisseurs de services à l'appui des industriels qui fabriquent les machines, soit des fabricants de composants. On va commencer avec Alain Le Guillard, directeur général du groupe Louis Dreyfus Armateur. Votre présence à cette table ronde illustre une question de fond. Est-ce qu'il vaut mieux former les gens de l'éolien aux travaux en mer, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre les gens qui connaissent parfaitement la mer et les former à la chose éolienne? Quelle est votre réponse? On s'en doute un peu, mais pourquoi? Alors écoutez, je vais être très franc dans la réponse et je pense effectivement que la particularité du domaine maritime et la particularité des travaux en mer d'une manière générale, et c'est l'expérience qui parle, nous a amené à réfléchir à cette question et à se dire qu'il était certainement préférable de former des marins aux techniques nécessaires, notamment à l'entretien de champs éoliens, que l'inverse. Et cette réflexion, en fait, se base sur une expérience que nous avons menée et que nous menons toujours avec nos partenaires d'Alcatel-Lucent en matière de câbles sous-marins. Lorsque Alcatel-Lucent a voulu se lancer à la fin des années 90 dans la construction d'une flotte de navires, nous leur avons fait une offre avec une organisation totalement intégrée. C'est-à-dire que sur les navires câbliers aujourd'hui que nous opérons depuis 12 ans pour le compte d'Alcatel-Lucent, nous avons un équipage totalement intégré qui s'occupe de la partie maritime et qui s'occupe aussi de la partie câble, c'est-à-dire de la pose, de l'ensouillage, éventuellement de la réparation des câbles. Je pense que le domaine maritime est un domaine très particulier, et c'est un ancien marin qui vous parle. Je passais 15 ans à la mer avant de venir à terre, et il me semble plus facile d'adapter les marins à des outils industriels et à l'entretien d'outils industriels que d'adapter des terriens à la mer. On regarde en image ce que ça donne. Je crois que vous nous avez apporté quelques diapositives. Voilà. Sur l'analyse que nous faisons, Louis Dreyfus Armateur donc, est présent dans différents secteurs d'activité dans le monde entier. Je dirais en gros une activité transport et logistique de vrac, une activité de services industriels maritimes à des grands opérateurs industriels que sont Airbus, Alcatel-Lucent ou CGG, et puis également une autre activité de ligne régulière avec les ferries et également du transport roulier. En matière de services, à partir de notre expérience, nous avons défini 3 grands secteurs d'activité dans lesquels nous avons, je pense, quelque chose à apporter aux industriels pour l'éolien offshore. Il s'agit d'abord de tout ce qui est la logistique, le transport des éléments d'un point à un autre. Jérôme Pécresse parlait tout à l'heure des usines construites à Saint-Nazaire et des zones d'assemblage à Cherbourg qui nécessiteront évidemment des transports spécifiques compte tenu des éléments qui vont être à transporter de par leur taille et leur poids. C'est un peu ce que vous avez sur cette image, ce que nous réalisons aujourd'hui pour Airbus, puisque nous opérons pour le compte d'Airbus depuis 2004 4 navires entièrement dédiés au transport des éléments de l'A380 entre les différentes usines européennes d'Airbus pour acheminer l'ensemble sur Pauillac, qui ensuite est transféré par barge et par transport routier sur Toulouse.
Un autre secteur d'activité va être également forcément la partie installation. Alors installation de l'éolienne en mer, mais également installation et protection des câbles qui vont relier les éoliennes entre elles et les éoliennes au réseau et à la station en mer. Il faut savoir que nous avons dans notre groupe une filiale qui s'appelle Louis Dreyfus Travaux-Océan, qui est spécialisée dans la pose et l'ensouillage des câbles sous-marins depuis une trentaine d'années. Elle a d'ailleurs réalisé la liaison IFA 2000 au début des années 80 entre la France et l'Angleterre, et elle vient de réaliser sur les 3 dernières années, vous avez environ 1000 éoliennes qui ont été posées en Europe du Nord. Notre filiale, Louis Dreyfus Travaux-Océan, qui est basée à Marseille, a réalisé l'ensouillage de 30% des câbles interéoliens pour ces 1000 éoliennes qui ont été installées au cours des 3 dernières années sur des différents champs au nord de l'Europe. Vous ne faites que l'interéolien, vous ne faites pas le raccordement et l'atterrage? Pour l'instant, nous avons fait de l'interéolien. Nous sommes en train de regarder effectivement le développement d'un navire qui pourrait servir au câble entre la station en mer et le réseau à terre, mais ce sont des câbles de dimensions et de caractéristiques complètement différentes des câbles interéoliens, et ça demande donc un autre outil industriel que celui que nous avons utilisé jusqu'à présent. Alors on disait tout à l'heure qu'il y avait un goulot d'étranglement sur les travaux d'installation des machines en mer. C'est ce que ça illustre, cette photo? Combien il existe de navires tels que ceux-ci? Alors, il existe aujourd'hui un certain nombre de navires pour l'installation des éoliennes. Nous, ce que nous essayons de faire avec nos partenaires opérateurs industriels français notamment, mais aussi nous avons des contacts avec d'autres opérateurs, c'est de voir si on peut développer un partenariat et construire avec eux des outils, des navires spécialisés, soit pour la pose, évidemment, et sur la base de contrats long terme qui seraient utilisés pour l'installation des champs français, mais également ensuite sur l'installation d'autres champs à travers l'Europe. Ce sont des investissements très lourds qui demandent évidemment des engagements long terme de la part de partenaires, et nous avons des contacts dans ce domaine avec un certain nombre de partenaires aujourd'hui. Et nous visons également un autre secteur d'activité qui est la maintenance des champs sur le long terme. Je pense qu'il y a encore une diapositive. Alors, on ne voit pas grand-chose là. Non, là, c'est une diapositive qui voulait un peu regrouper les différents services à envisager pour la construction et la maintenance des champs éoliens. Mais pour revenir à la maintenance, nous souhaitons nous travaillons sur un navire qui sort un petit peu de ce qui se dessine aujourd'hui, c'est-à-dire de navires en fait type catamaran ou autre, d'une dimension qui fait entre 20 et 30 mètres et qui fait des allers-retours entre le champ et la terre. Pour notre part, nous avons souhaité avoir une approche différente, c'est-à-dire de développer un navire plus important, de l'ordre de 70 à 80 mètres, qui servirait de base et sur le champ éolien, qui permettrait de recevoir les techniciens appelés à intervenir sur les éoliennes à bord de ce navire, techniciens de formation maritime à la base, puis adaptés aux techniques nécessaires aux interventions sur les éoliennes, et ce navire pouvant également servir pendant la phase de construction du champ, durant laquelle un certain nombre de services seront nécessaires, services qui pourraient être en partie rendus également par ce navire. Donc là aussi, on est sur des partenariats
on discute et on recherche des partenariats de long terme avec les industriels de l'éolien offshore. On a une très grande culture du partenariat chez Louis Dreyfus Armateur et on fait des contrats long terme. On a été là depuis 150 ans. On fait des contrats de 20 ou 30 ans. Ça ne nous fait absolument pas peur. En vous écoutant parler, on a l'impression que là où la France a quand même eu un sérieux retard à l'allumage sur l'affaire éolienne, par rapport à nos voisins allemands, nos voisins espagnols, danois qui s'est exprimé tout à l'heure, on a un sacré savoir-faire sur la chose maritime, enfin tous les travaux en mer, etc. Et donc il y a une chance de réussir une offre globale, industrielle, à l'export, en associant les 4 qui sont là et d'autres, tous ceux qui voudront venir, et tout ce que vous savez déjà faire. Est-ce que vous connaissez des marchés internationaux? Comme le disait Francis Vallat tout à l'heure, je pense qu'on a en France un secteur maritime extrêmement compétent, extrêmement développé. Secteur maritime qui d'ailleurs a un peu du mal à apparaître dans la filière industrielle quand on en parle aujourd'hui pour l'éolien offshore. Et c'est un peu ce que disait Francis. C'est aussi pour ça que... on essaie de pousser nos idées et on essaie d'aller de l'avant. Je veux dire, le développement, par exemple, du navire de maintenance sur lequel nous travaillons, c'est assez innovant aujourd'hui par rapport à ce qui se fait, et y compris par rapport à ce qui se fait dans le nord de l'Europe. Mais on voit que le nord de l'Europe est en train d'évoluer vers ce type de navire. Et alors certes, il y a la question de la distance par rapport à la Terre, des champs qui est à prendre en ligne de compte, mais je veux dire, il ne faut pas forcément faire un copier-coller de ce qui s'est fait précédemment, et on a aussi peut-être intérêt à aller tout de suite vers l'avenir et vers ce qui est en train de se développer dans le nord de l'Europe. Pour répondre plus clairement à votre question, je pense qu'en France, avec les industriels qui sont là, avec les opérateurs maritimes qui existent en France et qui ont des compétences qui sont reconnues, nous avons tout à fait notre place à aller concourir sur des marchés en dehors de la France, certainement, et éventuellement en dehors de l'Europe. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Merci Alain Le Guillard. Alors Didier Sépulcre de Condé, vous êtes président-directeur général de NTN Europe et directeur général, si je ne dis pas de bêtises, de NTN-SNR Roulement, c'est ça? Vous êtes donc industriel franco-japonais, équipementier potentiel de l'éolien. Quel est votre projet industriel exactement? Comment est-ce que vous rentrez dans la danse? Alors en fait, donc, nous sommes une entreprise donc, qui appartenait au groupe Renault jusqu'en 2007 et qui est passée japonaise donc depuis 2007 pour arriver cette année à 100% de capital japonais. Bien entendu, notre vocation d'origine était essentiellement automobile, là tout le monde l'avait compris, et donc nous avons entamé une démarche de redéploiement industriel donc depuis 2007, et notamment sur l'éolien, mais pas que ça, nous avons de grosses activités aéronautiques, ferroviaires, donc notamment avec Alstom et aussi Siemens par exemple, et nous avons décidé de nous lancer dans l'éolien, et en accord avec le groupe, il a été décidé que pour le offshore, pour lequel le Japon n'avait pas d'expérience particulière, la base mondiale serait la France. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important, parce que nous n'avons aucune compétence dans ce domaine a priori, et même si aujourd'hui nous livrons tous les équipementiers éoliens au monde, nous sommes en tout cas en projet avec tous les équipementiers et fabricants, aussi bien d'ailleurs fabricants d'éoliennes que fabricants de génératrices, c'est essentiellement basé sur une expérience onshore, donc dans des puissances qui ne sont pas celles sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Donc il y a de la part, je dirais, du groupe japonais un acte de confiance très fort, et le premier challenge que nous avons, c'est tout le transfert du savoir-faire entre le Japon et la France, chose sur laquelle nous sommes depuis maintenant bientôt 2 ans, et qui est un vrai sujet à réaliser. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir que donc au Japon et en Asie, mais au Japon particulièrement compte tenu des profondeurs maritimes, le offshore n'est pas du tout de même modèle qu'il puisse être en Europe, et notamment la nécessité d'avoir du offshore flottant. Et donc l'Asie n'est pas aujourd'hui un marché offshore tel que perçu par les Japonais qui puisse motiver une grosse activité. L'Europe apparaît donc comme une vraie opportunité, et dans ce cadre-là,
Comme on n'a pas encore sérieusement développé de offshore en Allemagne, notamment avec Siemens, mais j'ai compris qu'il ne tenait qu'à nous d'y aller aujourd'hui, donc ce que nous allons faire. D'ailleurs, nous avons d'excellents contacts avec Siemens sur ces sujets-là. Aujourd'hui, donc, le projet actuel des appels d'offres France nous paraît comme étant la meilleure et sans doute la dernière opportunité de nous mettre le pied à l'étrier sur le projet éolien. Il faut savoir qu'en Allemagne, 20% de l'activité des entreprises constitutrices de l'équivalent de la FIM, de la Fédération des industries mécaniques, donc le FAO-DMA, 20% de cette activité, c'est l'éolien. Autrement dit, l'éolien en Allemagne est le premier marché de la mécanique. Ça, c'est majeur. Je pense qu'en France, l'éolien doit représenter 1 ou 2% de l'ensemble de l'activité mécanique si on regroupait l'ensemble des mécaniciens français. Donc on a un écart ici que ce projet doit nous permettre de combler. Et derrière ça, et au travers du développement que nous avons eu notamment avec Areva pour cette implantation. Alors je dis ça avec beaucoup de modestie parce que comme je suis originaire de Caen, que j'aille à Cherbourg ou que j'aille au Havre, après tout, c'est où les clients veulent. Hein. Donc si demain c'est Cherbourg, ce sera pour d'autres projets Cherbourg ou Nantes, il n'y a aucun problème non plus là-dessus. Par contre, l'intérêt de ce projet qui est parti aujourd'hui, c'est d'abord un projet qui est intéressant sur le plan de la conception. Donc il y a non seulement l'étude d'implantation de fabrication de roulement, mais aussi roulement plus, autrement dit intégration de fonctions dans le cadre d'une supply chain beaucoup plus complexe. Donc ça c'est quand même très très intéressant dans ce projet. Et puis derrière, au-delà des appels d'offres français, tout ce qui concerne l'Angleterre, la mer du Nord, Alpha Ventus, et puis bien entendu, je reprends volontiers à mon compte ce qu'a évoqué M. Thomas Becker, à savoir que comme je le dis, je pense que l'Europe aura une expertise offshore que n'auront pas les autres continents. Et si nous ne sommes pas trop manches, je pense que l'Europe saura exporter de la technologie offshore et qui sera compétitive par rapport à ce que pourraient faire, entre guillemets, des concurrents américains, japonais ou chinois. Je pense que tout ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment être conscient. Nous n'allons pas au Havre pour faire 200 éoliennes par an. Hein, c'est clair aussi avec Areva, ce qui veut dire que nous avons, pour rejoindre François Duret, votre objectif, nous avons besoin de volume. Ces volumes, aujourd'hui, ne sont pas, je dirais, à court terme dans nos carnets. De ce fait, nous avons aussi besoin des volumes d'Areva, mais d'autres que d'Areva. Donc ça, c'est parfaitement clair aussi. Et des choses sont claires, d'ailleurs, avec Areva sur ce sujet, ce dont nous les remercions. Et globalement, nous estimons que Le Havre, qui sera la seule entreprise au monde de fabrication de roulement sur mer, donc on-side, doit permettre des potentialités, non seulement de production de roulement, mais également de centres de compétences de maintenance. La maintenance dans le domaine du roulement est quelque chose qui est très importante et nous sommes convaincus que c'est quelque chose que nous pouvons faire. L'autre aspect aussi, c'est que nous sommes aussi convaincus, et c'est un sujet qu'on a en cours de discussion, que nous serons amenés à développer un centre de R&D monde pour le offshore et que ce centre de R&D a notamment et essentiellement vocation à être quelque part aujourd'hui situé dans l'ouest de la France. Et c'est un sujet qu'il faudra qu'on travaille. L'enjeu pour nous, c'est un enjeu fort, je l'ai dit, de technologie, c'est un enjeu de localisation de la production, mais aussi localisation de la supply chain. La supply chain pour des roulements de 3 à 4 mètres de diamètre est quelque chose de très compliqué. Typiquement, de l'acier et de la forge sur du 4 mètres, on n'en a trouvé qu'en Allemagne, chez des fournisseurs qui aujourd'hui sont des développeurs de nos concurrents en Allemagne. Après ça, tous les autres processus, qui sont des processus de traitement thermique et d'usinage, sont des processus que nous devons développer en Europe. À ce stade du projet, nous avons aujourd'hui trouvé des sources européennes pour 90% de la supply chain et 50% pour la France. Donc, ce que nous estimons déjà pas mal. C'est assez compliqué parce que ce sont des nouveaux développements avec, compte tenu de l'exigence des clients qui est tout à fait légitime, des processus de validation et d'homologation qui sont quand même très exigeants, donc des processus relativement longs. Voilà. Alors vous utilisez depuis tout à l'heure le terme générique roulement, vous le mettez où exactement dans l'éolienne? Quel poids il fait? Alors, diamètre, vous venez d'en parler rapidement. Alors il y a un slide, allez on le regarde. Qui va peut-être nous aider. Voilà. Voilà, donc ça c'est une nacelle d'éolienne sur lequel donc, vous avez un ensemble de roulements. Alors dans la fonction roulement, il y a aussi ce qu'on appelle les couronnes d'orientation. C'est pas du direct drive ça. Hein. Pardon? Il y a une grosse boîte de vitesse là au milieu. Oui, il y a des choses qui se passent là, oui. Mais tout le monde n'en a pas, vous le savez bien. et donc, ici, nous avons effectivement un déroulement et ce qu'on appelle des couronnes d'orientation. Andreas Jürgen a évoqué Rolex tout à l'heure, donc typiquement dans ce genre de domaine.
Simplement, pour votre information, dans une éolienne de 5 à 6 mégawatts, on peut aller jusqu'à 300 000 € de fonction roulement. C'est donc considérable quand on sait que dans une voiture, il y a 150 € de roulement. Alors effectivement, on ne fabriquera jamais autant d'éoliennes que de voitures, mais c'est quand même pour vous donner l'ordre de grandeur. Vous parlez que des roulements là, ou y compris des couronnes d'orientation? Dans les voitures, il y a aussi des couronnes d'orientation. Je parle de l'ensemble, y compris les couronnes d'orientation. Voilà. Donc vous les avez résumés ici. Donc ça dépend si les couronnes si les éoliennes sont en entraînement direct ou pas. Et après, il y a l'orientation des pales et les bas de mât, donc qui sont le déroulement. Et dans ces fonctions-là, on est effectivement sur du 3-4 mètres. Le jour où on parlera de 10 mégawatts, nous serons peut-être dans des roulements de taille de 5-6 mètres. Vous comprenez que la logistique associée à tout ça est extrêmement compliquée. Des processus comme le traitement thermique sont aussi extrêmement compliqués. Donc du challenge, R&D aussi, et du process. Si on avait pris une photo de machine à entraînement direct ou direct drive ou autre techno, on va dire, vous auriez également dû fournir un gros roulement juste derrière le rotor? Oui, je pense qu'on doit pouvoir faire. Vous devez pouvoir faire, oui, ça oui, aussi. Je pense qu'on doit pouvoir faire. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut pour être dans ce développement ici qui a été le process, et nous sommes aidés par l'ADEME qui a un projet avec nous sur le développement des process, et je pense que c'est important qu'aujourd'hui on soit à même de développer ensemble ces sujets-là. Je voudrais aussi dire que le développement qui a été fait avec Le Havre, la région, la ville, le département et puis nos partenaires Areva est quand même assez, pour nous, exemplaire de ce qu'on peut espérer dans une filière. Nous travaillons beaucoup dans l'aéronautique et comme il a été dit ce matin, notre référence assez générale en France, c'est quand même l'aéronautique, avec des têtes de filière qui vraiment entraînent toute une filière, non seulement sur des sujets industriels, mais aussi des sujets R&D. Et il nous semble que ce qui est fait là est un bon début, de façon très pragmatique. Et derrière, pas à pas, nous sommes assez convaincus que nous devons être capables en France, avec l'ensemble des acteurs, de pouvoir développer quelque chose qui doit nous remettre à niveau par rapport au niveau qui est aujourd'hui obtenu par le tissu industriel allemand, qui est effectivement à un niveau aujourd'hui assez exceptionnel et auquel nous devons nous aligner quand aujourd'hui on a les audits de Siemens que nous avons eus. Il est certain qu'on a là des choses qu'on découvre, mais je dirais que les audits d'Areva ou d'Alstom sont aussi les mêmes. Donc je pense qu'aujourd'hui on doit arriver à quelque chose d'assez homogène. Vous êtes très proche du ministère du redressement productif, notamment vous discutez souvent avec Bruno Le Boulanger qui interviendra dans la table ronde de demain matin. Qu'est-ce que vous lui suggérez, qu'est-ce que vous lui demandez pour devenir un industriel durable sur le sujet de l'éolien? Ce que nous demandons, je dirais que c'est quand même cette constitution en filière et un travail collaboratif. Je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment un des soucis. Ça s'est énormément amélioré depuis quelques années entre universités, instituts techniques, pôles de compétitivité. Je pense que le point majeur est quand même la constitution de filières et le support des activités filières. Les 34 projets qui ont été présentés l'autre jour donc à l'Élysée sont quand même aussi de nature à nous aider, structurer des projets. Je veux dire, pour sortir de l'éolien, le projet 2 litres, véhicule 2 litres est un projet intéressant, structurant. Donc en fait, on a besoin de ça et on a aussi besoin de plus de visibilité. Il est quand même très difficile aujourd'hui de vendre à un actionnaire japonais de la visibilité sur un métier qui est aussi capitalistique que le nôtre. C'est-à-dire, je sais parfaitement expliquer les 200 ou 300 éoliennes en France. Le 2020 de cette usine, je ne sais toujours pas l'expliquer. Et je crois que ça, c'est quand même un vrai souci. On doit avoir de la visibilité sur une politique énergétique qui nous dise à peu près à quel niveau je dirais, d'utilisation de capacité nous pourrons fonctionner. C'est l'énorme différence avec l'aéronautique qui travaille sur des programmes à 30 ans, mais dans lesquels on a une visibilité qui est extrêmement rassurante pour un actionnaire. Et je crois que ça, c'est fondamental. Ils travaillent sur des programmes à 30 ans, ils ne savent pas forcément ce qui va faire tourner leurs avions dans 30 ans. L'Airbus A380 qui vient de sortir, que vous avez mis sur une de vos slides tout à l'heure, bien malin qui pourrait nous dire ce qu'il va y avoir dans ces réservoirs dans 30 ans. Oui, mais dans le moteur, je sais à peu près. Dans le réservoir, c'est autre chose. Mais... Oui, vous avez raison, c'est ce qui vous intéresse. Messieurs les chambres de commerce, ça vous rassure, tout ce que vous venez d'entendre? Réaction par rapport à ces positionnements d'industriels, tout ce qu'ils sont en train d'attendre, de mettre en place? Alors, ça, à la fois, ça nous rassure, et puis à la fois, parce que j'ai pu entendre aujourd'hui et hier, c'est un peu inquiétant. Pourquoi je dis cela? Quand je parle sur Cherbourg du développement d'une filière industrielle, tout simplement, mon collègue Dubois-Freinet tout à l'heure
a eu la gentillesse de parler du grand carénage. Mais on en parlera si vous le souhaitez. Mais par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, et puis il y a eu des interventions hier qui ont été, je dirais, un petit peu cinglantes sur le sujet, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On s'aperçoit aussi bien sur la réglementation, par exemple. Alors, le président a dit, bah oui, je vais veiller à ce que ça aille plus vite. Mais je crois, et je suis pas compétent pour en parler, mais tout simplement, j'essaye d'écouter d'une oreille attentive. Il y a un certain nombre de choses sur la sécurité, sur, effectivement, Alain l'a dit tout à l'heure, sur le posage des câbles qui n'est pas résolu. Enfin, M. Pécresse pourrait le dire aussi, il y a une certaine inquiétude derrière tout ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que les industriels, d'après ce que j'ai pu entendre, et notamment par rapport à l'international, et qui n'est pas exclu de Cherbourg, hein, je vous rassure, mais il faut aller vite. Si on ne va pas vite, d'autres ils le feront à notre place. Donc quand je dis ça, c'est pas un cri d'alarme que je lance, mais je dis, s'il vous plaît, quand on voit aujourd'hui que, allez, un simple ressortissant de ma chambre, on va dire, parce que je prends la responsabilité, parce que l'éolienne qui va venir lui plaît pas, etc., bien que chez nous c'est accepté, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit que les recours qui peuvent être entamés, etc., les procédures sont très longues, je crois qu'il va falloir quand même qu'on arrête un petit peu là-dessus. Alors oui, je suis rassuré d'une certaine manière, notamment sur Cherbourg, mais au-delà de ça, soyons prudents, allons vite, osons peut-être un petit peu plus. Il y a des barrières qui sont incontournables, mais quand on veut les franchir, on arrive à les franchir. Bertrand Dubois-Freinet, réaction. Juste, pour installer un projet en France, je crois qu'il faut quasiment 2 années de plus qu'ailleurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc allégeons notre fonctionnement, allégeons simplifions les tâches, ça c'est clair. Estelle Grelier ce matin a parlé de nos 7 années d'aventure pour mettre 5 éoliennes sur le Cap Fanier à Fécamp. C'était 7 années de procédure, quoi, je veux dire. Donc simplifions la procédure, ça c'est important. Le parcours du combattant, vous voulez dire. J'ai entendu 2 mots, moi, qui sont importants, c'est monde et international. Aujourd'hui, c'est une vraie opportunité et c'est le message que je veux passer. Il y a une vraie attente des entreprises à ce niveau-là. Je sais que les donneurs d'ordre jouent un jeu extraordinaire à ce niveau-là. En général, ils emmènent à l'international leurs sous-traitants. Et c'est une occasion pour eux d'aller sur le marché international où aujourd'hui en France, les entreprises qui se portent, je vais dire plutôt pas trop mal, ont des marchés internationaux. Donc voilà, il faut pousser les entreprises, même de petite taille, peuvent aller à l'international avec les donneurs d'ordre ou sans, hein, bien entendu. Mais moi, c'est les 2 mots qui m'ont paru importants. Je suis très optimiste sur ce dossier et pour moi, il est parti. Tâchons de simplifier, je vous dis, de façon à ce que ça aille un peu plus rapidement. Et voilà, en poussant tous un peu, je pense qu'on va y arriver. Andreas Gergen, Siemens emmène des entreprises à l'international. Vous faites déjà ça? Vous chassez en meute? J'ai entendu l'expression encore une fois tout à l'heure. Oui, mais vous permettez que moi j'emploie très peu des termes militaires. Surtout pas ici, ni à Cherbourg. Oui, on amène des entreprises françaises à l'export. Siemens France fait 30% de son chiffre d'affaires à l'export. Notamment dans le domaine de transport, il y a des très jolies histoires de succès. Vous savez que Siemens, au début des années 2000, a acheté l'ancienne Matra Transport. Donc c'est les trams sur pneus, les métros sur pneus. On fait ensemble des projets en Asie, en Amérique latine. Pour l'énergie, nous avons une équipe formidable qui s'occupe de la haute tension, qui est basée à Grenoble. Qui fait 30% de son chiffre d'affaires à l'export, notamment en Afrique du Nord. Oui, nous faisons de l'export et nous produisons en France. Vous regardez à l'Est, où vous avez une usine comme Agno, où nous avons investi pour la dernière fois, il y a 2 ans, 10 millions d'euros et créé 100 emplois. Oui, mais c'est pas parce que Siemens est allemand, et permettez-moi peut-être de dire que aussi le nombrilisme allemand tel qu'il s'est constitué autour de la décision de sortir du nucléaire sans décrocher le téléphone et informer qui que ce soit,
c'est pas quelque chose de très industriel. C'est-à-dire nous, et là je pense que c'est le cas de tous les industriels qui sont ici à la table, notre souci principal, c'est apporter une réponse aux défis de demain. Et on a parlé du CO2, du réchauffement climatique. Si nous travaillons dans l'énergie, c'est quand même pour ce défi-là. Et c'est pas pour nous pavaner en termes de représentants d'État. Et du coup, je pense que nous avons tous un intérêt de travailler plus ensemble en Europe. J'ai évoqué les exemples de KfW qui finance Alstom aussi bien qu'Areva, aussi bien que Siemens. Et je pense que si la France aide Siemens aussi bien que la France aide Alstom et Areva, nous faisons tous un grand pas en avant. Merci Andreas. L'heure est aux questions de la salle. Vous avez en face de vous 4 industriels, 2 chambres de commerce et d'industrie, une agence de développement économique, un armateur et un fabricant de roulement qui est prêt à travailler pour qui a des choses qui tournent. Avez-vous des questions à leur poser? N'hésitez pas, si j'arrive à vous voir. Manifestez-vous. Non? C'est bon? Jean-Louis Ball? Oui, c'est ça? Non, pas du tout. C'est bon? Alors écoutez, merci messieurs, peut-être un vœu de l'animateur pour la prochaine table ronde, féminiser un petit peu ce monde industriel. Il y a des femmes dans la scène. Non, j'ai pas dit ce monde de brut, j'ai dit ce monde industriel. Tout de même. Hein. Le maire du Havre vous invite à partir de maintenant à un cocktail. Je vous donne ces informations-là. Restez assis d'ailleurs. Je vous ai remercié, mais restez assis. Il vous invite à un cocktail, mais je voudrais juste avant donner la parole à Daniel Fidelin qui écoute attentivement depuis tout à l'heure tous les échanges. Il est vice-président de la CODA, communauté de l'agglomération havraise. Il est maire de Mannevillette, je ne dis pas de bêtises, c'est toujours le cas. Ancien membre surtout de la commission de développement durable et de l'aménagement du territoire qui avait beaucoup discuté du sujet de l'éolien. Alors moi j'ai une seule question, Daniel Fidelin, puisque vous avez passé beaucoup de temps à discuter éolien dans cette commission. Est-ce que certains de vos collègues parlementaires se seraient éventuellement trompés sur la réalité industrielle de la filière éolienne à une certaine époque? À une certaine époque, beaucoup de pots de banane, enfin on ne va pas réécrire l'histoire, on en a beaucoup entendu parler dans les journaux. Et quelles seraient vos recommandations aujourd'hui pour récupérer le temps perdu? On l'a entendu, allez vite, j'ai entendu plusieurs fois, il faut qu'on aille vite maintenant, récupérer les emplois perdus et que l'éolien soit reconnu comme une filière clé de notre appareil industriel. Donc quelques mots de clôture. Les industriels vous écoutent, ils restent sur scène pendant ce temps-là. Merci Monsieur Rocher. Effectivement, je me suis beaucoup impliqué sur l'éolien et plus particulièrement l'éolien offshore, étant donc la région havraise. Et j'ai écouté les débats donc depuis ce matin parce que je suis fort intéressé. Et je dois dire que ici au Havre, la semaine dernière avait lieu le LH Forum. Le LH Forum, et lors de ce forum, Jacques Attali, en évoquant donc l'économie positive, a exprimé le souhait d'une vision à moyen et long terme. Donc, et que si rien n'était fait, que des décisions arbitraires pourraient être prises, notamment avec des combats politiques très importants ou des conflits à la clé au niveau mondial. Alors, bien entendu, l'énergie, me semble-t-il, pouvait être dans ces cas, et je me réjouis aujourd'hui que vous avez su anticiper, me semble-t-il, donc anticiper ces décisions, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Alors, lors du forum, Virginie Resson, qui est chercheur en géopolitique, a exprimé également le déséquilibre qui existait entre la démographie mondiale et la consommation. Il faut savoir qu'en 30 ans, la population de notre planète a augmenté de 30%, et la consommation et la production ont augmenté de 3, enfin, ont été multipliées par 3, sans compter bien sûr le développement actuel donc, des pays émergents. Alors bien entendu, si on fait un constat, il va y avoir une augmentation sensible donc, des besoins en énergie, et il faudra résoudre une équation particulièrement difficile, puisqu'il nous faudra donc plus d'énergie d'un côté, et on aura moins d'énergie fossile donc, de l'autre côté, puisque les stocks de pétrole, et vous l'avez tous entendu, donc, sont en diminution, et on ne connaît pas, il y a un fort débat d'ailleurs, on ne connaît pas le calendrier de la fin du pétrole,
mais il y a quand même un débat et je pense que c'est souhaitable donc de réduire cette consommation de pétrole, d'énergie fossile, que ce soit le pétrole, mais aussi, bien entendu, le gaz. Et puis, François Hollande, lors de la conférence sur l'environnement, a dit, la semaine dernière, qu'il fallait réaliser moins 30% donc, de consommation en énergie fossile à l'échéance 2030. Donc, ce sont des objectifs qui sont particulièrement importants. Et vous avez évoqué, M. Rocher, pourquoi on a pris du retard. Pourquoi on a pris du retard? Parce qu'on ne se préoccupait pas des énergies renouvelables. Il faut savoir que notre énergie ici en France, c'est 80% d'énergie nucléaire, 10% d'énergie hydraulique. Et je me souviens, lorsque j'étais avec Patrick Ollier, coprésident donc, de cette mission parlementaire sur les éoliennes, il a dit « Mais à quoi bon faire de l'énergie renouvelable puisque nous n'émettons pas de CO2 ?» C'était sans compter ce qu'avait initié l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, donc le 12 décembre 2008, au Conseil européen, qui prévoyait donc cette fameuse règle des 3-20 que vous connaissez tous, et avec la France qui avait souhaité passer donc à 23% la consommation en énergie renouvelable. Alors, ces textes, nous les avons, parce que ça a été dit dans la journée, nous les avons, nous, transposés dans le Grenelle de l'environnement, et j'ai eu la joie de pouvoir voter donc ce texte. Il nous fallait donc rééquilibrer notre mix énergétique avec des objectifs, bien sûr, que vous connaissez également tous, de 25 000 MW d'éolien, dont 6 000 en mer à l'horizon 2020. Et aujourd'hui, on évoque surtout 2030. Mais encore faut-il réaliser l'objectif de 2020 qui, à mon avis, sera particulièrement difficile et je vais y revenir. Alors, on évoquait en 2030 34 gigawatts d'éolien donc terrestre et 12 gigawatts d'éolien offshore. 12 gigawatts d'éolien offshore, aujourd'hui, c'est 6 pour l'horizon 2020. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors il nous faut relever trois défis que vous avez évoqués lors des différents tables rondes. Donc aujourd'hui, défis bien sûr industriels. Nous avons perdu 500 000 emplois, oui, en 10 ans, donc en matière industrielle. N'oublions pas que l'industrie, bien sûr, participe à l'équilibre donc de notre balance commerciale et que nous avons un potentiel d'exportation en matière éolienne quand même très important, puisque vous avez évoqué notamment la Grande-Bretagne avec 32 gigawatts donc, qui sont prévus à l'horizon 2025 et 10 gigawatts qui sont prévus en Allemagne à l'horizon donc 2025 également. Nous devons être présents donc pour équilibrer notre balance commerciale sur cette filière industrielle. Et je me réjouis aujourd'hui que grâce à l'éolien, eh bien, nous verrons apparaître de grands sites industriels, que ce soit bien sûr au Havre, nous sommes aussi au Havre et j'en suis vraiment très heureux, mais aussi à Cherbourg, à Saint-Nazaire, et nous avons eu l'occasion de nous rendre donc à Saint-Nazaire avec une coopération avec la Carène, avec un certain nombre d'entreprises, notamment STX, qui étaient donc présents à ces différentes réunions. Mais pas simplement les sites industriels, il va y avoir également d'autres petits sites, si je peux m'exprimer ainsi, des petits sites, c'est-à-dire des ports de maintenance proches donc des parcs éoliens qui permettront de créer bien sûr de l'emploi. Alors, nous n'avons pas vu ça depuis longtemps, des sites industriels en France, alors qu'aujourd'hui on parle de fermeture de sites industriels. Je pense à Florence, je pense plus près de nous donc à Petroplus, à Petit-Couronne. Et je voudrais saluer bien sûr toutes les grandes entreprises industrielles qui se sont lancées dans cette grande aventure avec de gros investissements. Je ne les citerai pas tous, ces entreprises industrielles, elles sont autour de vous, mais quand même Areva, Alstom, Iberdrola et bien d'autres encore, et tous les partenaires, et donc nous ne pouvons compter sur vous. Alors, dans ces sites industriels, je citerai Le Havre. Le Havre, bien sûr, puisque nous avons beaucoup travaillé sur le port du Havre. Il y a déjà quelques années, M. Ball, ici, nous étions avec M. Ruffnac, ancien maire du Havre, et lorsque vous organisiez vos réunions, je disais à Antoine Ruffnac qu'il faut absolument positionner, on était d'accord, on discutait
le port du Havre donc, sur cette grande aventure donc, industrielle pour notre territoire. Mais aussi Cherbourg, bien sûr, ça a été évoqué tout à l'heure, ou Saint-Nazaire. Alors le Havre est connecté au fluvial, connecté donc au fer, et je pense que nous avons tout ce qu'il nous faut, et nous avons un savoir-faire. Et nous avons aussi je voudrais saluer les grands industriels, le partenariat que vous avez mis en place, donc sous l'égide du Havre Développement, partenariat avec les autres entreprises. Je me souviens, il y a quelques années, pas très lointaines d'ailleurs, lorsque nous avons commencé à travailler sur le sujet, les réunions que nous avons effectuées, qu'il y avait un certain nombre d'entreprises avec un enthousiasme certain, donc une envie vraiment de participer à cette grande aventure. Alors, le GPMH est partie prenante dans ce dossier. Le GPMH, le Grand Port Maritime du Havre, et le président était là tout à l'heure, je ne sais plus s'il est encore dans la salle, mais il y a Édouard Philippe, donc, qui est membre du conseil de surveillance, et moi-même, et croyez-moi que nous sommes particulièrement attentifs à ce que le port donc, du Havre soit partie prenante à part entière donc, dans le développement de ce site, Monsieur le Président d'Areva. Alors, deuxième défi, c'est le défi environnemental. Simplement quelques mots sur ce défi. Il faut rappeler donc l'objectif du paquet énergie-climat, moins 20% d'énergie, enfin moins 20% d'émissions donc de CO2. Et vous avez tous entendu, ça a été rappelé au cours de cette journée par le GIEC, l'augmentation donc la montée des eaux de 80 cm à l'horizon 2100, et nous ne pouvons pas donc être insensibles à ces problèmes. Et puis, j'ai entendu aussi la biodiversité. Je voudrais simplement rappeler que la biodiversité, certes, pendant la construction, vous allez, messieurs les industriels, faire bouger un peu les fonds marins, mais après, une fois que tout sera stabilisé, cela constituera des formidables récifs artificiels, donc pour les poissons, pour la faune, et je pense que ça c'est important, à l'image de ce qu'a fait le président de la Chambre de commerce de Fécamp, Bertrand de Bois-Freinet, ici, puisque tu as immergé un certain nombre de récifs artificiels, et je crois que c'est assez concluant aujourd'hui, et qu'il y a aujourd'hui une augmentation donc, de cette faune, donc, et je pense que c'est tout à fait intéressant. Alors dans le défi environnemental, bien sûr, il y a le paysage, avec les problèmes d'acceptabilité qui ont été évoqués, les conflits d'usage. Alors, moi j'ai bien entendu les solutions qui pouvaient être, ou j'ai relevé plutôt des solutions. J'ai entendu monsieur le maire d'une commune du Morbihan. J'ai été un peu impressionné parce qu'il a eu un aval complet de ses citoyens sur l'installation donc d'éoliennes sur son territoire, et c'est quand même relativement rare. Et je pense que pour réussir cet obstacle, il faut communiquer, comme il l'a dit, dès le début. Puis j'ai été fortement intéressé aussi sur le financement citoyen. Je crois que ça va participer à l'acceptabilité, et ça se fait d'ailleurs en Allemagne. Et à partir du moment où vous aurez les citoyens proches seront actionnaires de l'entreprise qui montera les éoliennes, vous verrez bien sûr que l'image sera tout à fait différente. Et troisième et dernier point, le défi économique. Bien sûr, il nous faut assurer notre indépendance énergétique et de ne pas accepter le yo-yo, bien sûr, du prix du pétrole avec les conséquences sur l'économie et surtout sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors, les projets éoliens permettront donc de relancer l'emploi sur notre territoire, entre 1500 et 2000 qui sont évalués ici au Havre. Mais nous ne devons pas rater non plus le défi de la formation. Je me réjouis que ce matin, il a encore été dit que les 2 lycées de Fécamp donc, ont le label maintenant du rectorat avec le partenariat avec l'université. Je crois que ça, c'est une bonne chose. Ce projet, cette grande aventure éolienne, doit profiter bien sûr à nos jeunes, certes moins jeunes, mais aussi et surtout donc, à nos jeunes. Alors nous, les élus, nous sommes particulièrement sensibles à cette création d'emplois. Nous ne sommes pas uniquement sensibles à la manne financière, comme cela a été dit, qui va arriver. C'est vrai qu'on accepte, bien sûr, la fiscalité qui arrivera sur nos communes ou notre intercommunalité, mais je pense que pour nous, ce qui est important,
c'est bien sûr la création d'emplois. Et là, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame Grelier ce matin, et je me réjouis aussi, je suis, pour une fois n'est pas coutume, dans son sens. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait qu'il y ait un meilleur partage de la ressource financière. Et quand j'entendais ce matin qu'une commune, tant mieux pour elle, moi je suis maire d'une petite commune, qu'elle a vu son budget multiplié, ses recettes budgétaires multipliées par 2, eh bien, je crois que c'est quand même pas normal et qu'il pourrait y avoir une meilleure péréquation sur l'ensemble. Et je pense que là, les élus, les parlementaires auront des textes, bien sûr, à voter. Alors, tous ces enjeux, nous les avions exprimés lors de cette mission parlementaire sur l'éolien, que nous avions travaillé. Nous avions parlé donc de la filière industrielle. Et je crois que ces 3 défis ne pourront se réaliser qu'avec le concours donc, de nombreux acteurs. Bien sûr, les industriels, je l'ai évoqué, vous êtes motivés, et je dois dire que vous êtes aussi impatients de voir se réaliser, c'est ce que j'ai compris, donc ces parcs éoliens. La région, le département, le Grand Port Maritime, les chambres de commerce, mais ce matin j'ai entendu aussi que la région serait pilote pour une meilleure proximité. Je n'y vois pas du tout d'inconvénient, bien au contraire, mais je pense qu'il faudra qu'elle travaille en partenariat avec les communautés d'agglomération qui connaissent bien leur territoire et qui ont compétence donc, en matière économique. Et je me réjouis également que tous les élus, toutes tendances politiques confondues, donc, ont répondu favorablement à ce grand projet, à cette grande aventure. Et j'en veux pour preuve concertation qu'il y a eu notamment sur Fécamp, une concertation exemplaire d'ailleurs, ça a été rappelé également ce matin, concertation qui n'a peut-être pas eu lieu, j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec le consortium qui était sur le Tréport, et c'était particulièrement difficile, et je me souviens d'un débat télévisé que j'avais eu avec le maire du Tréport à l'époque, particulièrement houleux. Donc c'est vrai que la concertation bien en amont peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Alors nous avons des inquiétudes, vous les avez exprimées, et je l'ai bien ressenti, et je voudrais adresser un message aux parlementaires. Ils ne sont pas là dans la salle, et je trouve que c'est fort dommage. Parce que l'objectif, il était de 6 000 mégawatts en 2 phases, de 3 000. Sur la première phase, il manquait le Tréport. Nous ne sommes pas arrivés donc à 3 000. Et on nous a évoqué la deuxième phase avec simplement le Tréport et plus Noirmoutier. Noirmoutier avec, je crois, je ne sais plus si c'est 500 ou 750 mégawatts, mais je crois que ça doit être de l'ordre de 500 mégawatts. 500 mégawatts, et donc on n'arrivera pas là, dans une deuxième phase, à avoir là encore 3000 mégawatts, et ce sera totalement insuffisant. Il faut donc que très rapidement, on parte sur une troisième phase qui permettra d'avoir une vision pour les industriels, une vision donc beaucoup plus lointaine, avec des volumes beaucoup plus importants. Alors ce message aux parlementaires, j'espère que vous aurez l'occasion de le dire, Monsieur le Président du SER, je pense que c'est important et je pense qu'il faudrait, parmi les parlementaires, un parlementaire ou 2 parlementaires particulièrement sensibles sur ce projet, solides dans toutes ces informations et qui puissent aiguillonner, pousser le gouvernement, comme j'ai pu le faire, accessoirement, mais comme j'ai essayé de le faire tout du moins, parce que je pense que c'est important de sortir cette troisième phase plus rapidement. Et nous avons bien sûr un certain nombre de freins, certes on peut le comprendre, tels que les recours, ça a été évoqué également ce matin, mais les recours, je pense qu'il faudra là encore regarder un peu les procédures, je pense à Velette notamment, mais le problème de Velette, on était trop loin, trop près bien sûr des côtes, qui a valu donc tous ces différents recours, mais qui ont retardé le projet. Je crois qu'aujourd'hui, les recours, il y en aura peu ou pas du tout, compte tenu de la distance, bien sûr, à 14 km en moyenne, 15 km des côtes, où nous ne voyons pratiquement pas donc, les éoliennes. Alors, je voudrais donc lancer ce message aux parlementaires, j'espère qu'ils l'entendront, et bien sûr, il y aura les industriels, il y aura le syndicat d'énergie renouvelable, qui travaillera également à aiguillonner donc, le ministère pour sortir
donc ces phases qui sont importantes pour le développement économique et pour l'emploi dans notre région, certes, mais aussi en France. Alors, messieurs les industriels, vous avez aussi un challenge. Sachez que lorsque l'on parle d'éolien offshore, on avait imaginé mettre ces éoliennes offshore sur ce qu'on appelle des zones propices, pour éviter justement tous ces recours. Ces zones propices étaient des zones en dehors de toute contrainte de radar, comme cela a été dit encore aujourd'hui, de rails maritimes, et puis aussi tenez compte de la profondeur donc, de ces éoliennes. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous ne pourrons pas en mettre d'une manière indéfinie, et il faudra développer la R&D, la recherche et développement, bien sûr, pour innover, envisager des éoliennes flottantes, parce qu'on pourrait en mettre, par exemple, dans le golfe du Lion ou sur la mer Méditerranée. Je pense que là, il y a encore un potentiel, me semble-t-il, tout à fait intéressant. Et je pense que la R&D permettra également le stockage. Donc, comme cela a été dit, et M. Merchet l'a évoqué, notamment avec la compression de gaz, donc stockage d'électricité avec Dresser-Rand ou alors avec, bien sûr, l'utilisation d'hydrogène avec air liquide. Alors, mesdames et messieurs, cette journée a été particulièrement riche. J'ai pu mesurer l'enthousiasme et l'optimisme qui régnaient donc, parmi les intervenants, notamment donc, dans les tables rondes. Sachez que la CODA, que j'ai l'honneur de représenter ce soir, et la ville du Havre, seront toujours à vos côtés pour réussir cette grande aventure industrielle. Alors, mon souhait, je ne vais pas copier celui qui a dit, cette grande personnalité qui a dit « I have a dream », mais quand même, mon souhait, c'est de voir émerger une coopération, un partenariat donc européen industriel à l'image d'Airbus. Si on pouvait avoir notre grand Airbus, avec un autre mot, éolien donc au niveau européen, eh bien j'en serais, et vous-même, en serez donc les plus ravis. Alors, pour conclure, un point d'histoire. Un point d'histoire, le quai Johannes Couvert, où va s'installer Areva, Monsieur le Président, et vos partenaires, étaient amarrés des paquebots. Je l'ai connu. Le France, le Queen Elizabeth, le United States et bien d'autres encore. Ils partaient vers le large et étaient source d'une grande activité sur le quai Johannes Couvert. Et ils partaient notamment, le France partait sur le sud de l'Angleterre, là où il y aura des parcs éoliens offshore. Eh bien moi, ce que je souhaite, et mon rêve encore là, serait demain, et c'est un symbole, bien sûr, c'est qu'on se retrouve avec une activité intense donc sur le quai Johannes Couvert et en direction de l'export. Je vous remercie. Merci Daniel Fidelin pour ces encouragements à la fois aux industriels et ce message aux parlementaires. Jean-Louis se charge de les transmettre à qui de droit. Message beaucoup plus concret là, à partir de maintenant. Il y a des navettes qui vont partir pour la mairie à partir de 18h30. Donc dans 5 minutes, elles vont commencer à partir. Il y en a 4 qui font la navette, comme leur nom l'indique, entre les docks et la mairie. Les supports que vous avez pu voir aujourd'hui seront présentés, seront mis en ligne dans quelques jours avec l'accord de ceux qui nous les ont passés, sur le site du syndicat des énergies renouvelables, www.enr.fr. Et puis rendez-vous demain matin pour une grosse table ronde avec 3 directions générales, comme je vous le disais tout à l'heure, DGEC qui nous dira vers quoi on va, DGPR qui nous dira comment il faut le faire, et DG6 qui nous dira tout ce que ça peut apporter comme retombée économique. Et dès 9h45, 9h55 demain, la projection du film Windustry si vous ne l'avez pas vu. Merci messieurs, vous pouvez y aller cette fois-ci. Merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde.